1 milliard d'utilisateurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se targuer aujourd'hui d'en avoir autant. Mais c'est important du coup pour aujourd'hui parce que sur les 900 millions de monthly, on va avoir un peu plus de 460 millions de gens qui viennent quotidiennement sur Snapchat. Et sur ces centaines de millions d'utilisateurs, la majorité, plus de 60-70%, va interagir avec la réalité augmentée sur Snapchat chaque jour. On a Dior qui a fait des essayages de leurs sneakers B27 il y a quelques années de ça. Ils ont eu un ROI de 4 ou 5 fois grâce à la réalité augmentée, grâce au Lens. Et les baskets étaient sold out dans quasiment partout online et quasiment partout aussi en boutique lors des premières semaines de vente. Ouais, super succès. Il faut commencer très tôt parce que il faut aussi raconter l'histoire. Il faut expliquer pourquoi Dior et différentes Chanel, et différentes Prada, et différentes Saint Laurent et créer de la préférence de marque très jeune. Mais en même temps, Snapchat, c'est une génération, j'imagine encore plus il y a un peu moins de 10 ans, qui est extrêmement jeune. Ouais. Donc, il fallait comprendre le ROI pour la marque, d'aller targeter Dior à une gamine de 16 ans. Et pourquoi parce que cette gamine de 16 ans, aujourd'hui, elle a 25 ans. Exact. Hello. et c'est vrai que pour les maisons de luxe, notamment, pour mettre l'inception, pour mettre l'idée, la petite graine dans la tête des futurs clients. Et donc, on a des ROI, on a des expériences de réalité augmentée, par exemple, qui ont fait des ROI de x5, x8, x10. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Lou Dana et bienvenue dans la saison 2 du podcast du luxe. Je suis la cofondatrice de la startup Grace qui permet aux marques de luxe de protéger les biens exceptionnels de leurs clients de manière automatique et gratuite afin qu'ils les portent en toute sérénité partout dans le monde. Une nouvelle norme qui tend à se généraliser pour toute l'industrie du luxe de par les bénéfices importants que cela génère autant pour les marques que pour les clients. Pour en savoir plus, cliquez sur grace.io ou les liens dans la bio. Vous avez été plus de plusieurs centaines de milliers à écouter la première saison du podcast du luxe. C'est un grand merci. Pour cette nouvelle saison, nous partons encore une fois à la rencontre d'invités de marques que j'ai eu la chance de rencontrer à travers Grace. Ils ont accepté de se livrer pour vous révéler tous les secrets de ce qu'il y a derrière des pièces iconiques et des grandes maisons que vous connaissez. Bulgari, Chanel, Hermès, Rolex. Patrons, grands noms, journalistes, designers, leaders, j'ai le plaisir de vous partager en exclusivité mes conversations inédites et sans filtre avec ceux qui, à travers leur histoire, ont façonné celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Pérez, qui est le directeur global de Snapchat pour toutes les marques de luxe. C'est un épisode vraiment fascinant parce que c'est un vrai retour en arrière sur l'impact des médias et de la publicité sur et pour les marques de luxe, notamment quel a été l'impact de la réalité augmentée par Snapchat, tout ce qu'ils ont pu créer et comment ils arrivent aujourd'hui à travailler main dans la main avec les maisons pour aller targeter tout ce qui va être Gen Z, millennials, etc. Bref, c'est un épisode qui est littéralement exceptionnel, fascinant, qui s'écoute toute seule. Geoffrey nous raconte vraiment comment tout a évolué ces dernières années. Bref, et d'ailleurs, comment sera l'avenir des réseaux sociaux, des médias, de la réalité virtuelle et augmentée pour les marques de luxe. Bref, un épisode génial, fascinant, qui j'espère vous en apprendra autant qu'à moi. Je vous souhaite une excellente écoute sur le podcast du luxe. Bonjour Geoffrey. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les bureaux parisiens de Snapchat. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir emménagé là et tous ces bureaux, ces différentes… Il y a plein de rooms spécifiques, virtuels, etc. Écoute, ouais, on est très fiers et très, très heureux d'avoir rejoint ces bureaux récemment. Donc, c'est depuis le mois de mai. On est dans une adresse prestigieuse. Moi, ça va faire bientôt maintenant 9 ans que je suis chez Snapchat. Donc, sans dire que c'est un accomplissement parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, ça montre les ambitions qu'on a sur le marché, mais aussi à l'échelle mondiale. On a un peu plus d'une centaine de personnes ici. Avant, on était séparés dans 3 espaces différents. On avait notre bureau principal dans le 9e, on avait un espace de coworking et on avait aussi l'antenne à Station F. On avait notre AR Studio
À Station F. Donc on avait vraiment, les équipes étaient un peu dispersées et aujourd'hui on est très heureux d'être tous sous le même toit. Ouais. Bah oui, surtout après autant d'années. Ouais, voilà, on a eu. Ouais, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc moi je suis arrivé chez Snap en septembre 2016 lorsqu'on a ouvert le bureau à Paris. Au début on était 3-4 et c'est vrai qu'à ce moment-là on n'avait pas d'adresse véritablement physique. On était dans un coworking space, on est resté là-bas pendant un peu plus d'1 an pour enfin emménager dans un bureau dans le 9e qui est d'ailleurs magnifique, un peu à l'image de celui-là, mais celui-là est encore un peu plus majestueux, si on peut dire, beaucoup plus grand. Ouais, et global, etc. Donc j'étais venue pour un événement que vous aviez fait, enfin c'est magnifique quoi. De toute façon, on mettra des photos un peu sur les réseaux sociaux, mais là il y a un énorme logo Snapchat dans la cour, c'est vraiment magnifique, tout le design est travaillé, on a envie de venir travailler chez vous. Mais venez. C'est vrai qu'il y a, je trouve, chez Snap cette notion, ce souci du détail. Et puis ça vient pas de nulle part. Hein. Evan Spiegel, notre fondateur, c'est un designer product et du coup il a cette sensibilité et cette obsession du détail. Donc c'est vrai que lorsqu'on arrive ici, on se rend compte que tout a été choisi, que ce soit les couleurs, les tableaux, le mobilier. Voilà, on est dans un écrin assez unique, je trouve, dans Paris. Ouais. C'est vrai, puis on reconnaît des détails à chaque fois quand on se balade, le jaune qu'on voit un peu partout, etc. Un petit peu. Là, le lab, un peu pareil, AI, tu vois, réalité augmentée, etc. Donc ça, c'est super intéressant de voir ça. On rentre dans l'univers de Snap quand on arrive. Donc trop heureuse même d'être là. Merci d'être là. Bah ouais. En plus, on va parler de choses particulièrement intéressantes qui va lier les médias par rapport au luxe. Toi, donc tu t'occupes du luxe pour le monde, pour Snap. Est-ce que, avant qu'on aille un peu dans le détail de tout ça, moi j'aimerais bien que tu nous dises un peu d'où tu viens, comment tu as pu en arriver là, et voilà, tu vois, dans quelle famille tu as grandi, etc. Ouais, bien sûr. T'as 3-4 heures devant toi? Ouais, allez. Alors moi j'ai grandi dans une famille de commerçants. Voilà, dans une famille de commerçants en banlieue parisienne, à Puteaux, et mes parents avaient des boutiques de déstockage de marques. Donc c'était des marques assez retail, tu vois, grand public, certaines un peu haut de gamme, et c'est comme ça que je pense mes premières envies, ou en tout cas mon premier appétit pour le luxe a démarré, c'est une certitude. J'ai commencé, moi je commençais même à travailler très jeune chez eux. J'étais enfant, j'ai grandi dans les cartons de vêtements, dans les boutiques, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai nourri depuis ma plus tendre enfance. Et puis après, je suis allé à l'école comme beaucoup de gens et j'ai fait des études. Tu voulais faire quoi? Quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans le cinéma. Je voulais travailler dans le cinéma. Le cinéma, notamment sur la partie... Moi, ce qui m'impressionnait, c'était les effets spéciaux. Parce qu'à mon époque, voilà... J'ai envie de le dire un peu en avance, mais la boucle va vite être bouclée. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Mais c'est vrai, sans doute... Enfin, c'est arrivé très très tôt, mais très jeune. Ma maman adorait le cinéma. Et en même temps, et elle adore toujours, et en même temps, elle a toujours été grande admiratrice de Louis Vuitton. Voilà. Et elle m'a transmis, je pense, pas mal de ces choses-là. Et en même temps, le cinéma, les effets spéciaux, c'était tout ce qui était, voilà, un peu transformer la réalité, tout l'aspect un peu numérique, digital, qui à l'époque, voilà, c'était vraiment novateur. C'était très novateur, et puis c'était assez limité. C'était voilà, Jurassic Park. Moi, ces films-là, je dirais dans mon enfance, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oui, les premiers Jurassic Park, pas celui qui sort au cinéma là. Chérie, j'ai rétréci les gosses et tout ça. C'était ces effets-là que je trouvais assez impressionnants. Et du coup, comme tu as pu remarquer, je me suis pas du tout lancé dans le cinéma, mais parce qu'au fil de mes études, j'avais cette fibre commerciale. T'as fait une école de commerce? J'ai fait une école de commerce, l'ISG,
Et j'ai choisi cette école parce qu'il y avait un cursus à l'époque international. Donc j'ai toujours été très porté vers l'international. J'ai parlé pas mal de langues étant très jeune. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai ce lien social, j'apprécie communiquer, j'aime comprendre, j'aime... T'avais des facilités? A priori. Tu parles combien de langues? Aujourd'hui, moins qu'à l'époque, mais c'est vrai qu'avant j'avais français, anglais, italien qui étaient du lu, écrit, parlé couramment. Ah, incroyable. Mais très jeune, très jeune. Et c'est vrai que... Et aujourd'hui je parle un peu plus même espagnol, moins italien parce que je le pratique que plus récemment. Mais donc voilà, c'est les études que j'ai faites et j'aime beaucoup voyager et donc j'ai choisi ce cursus-là parce que j'ai vécu 6 mois aux États-Unis où j'ai fait des études dans une université sur place qui s'appelait Saint John. J'ai été en Asie où j'ai fait des études pendant, bon après, est-ce qu'on peut appeler ça des études? C'était 3 mois, mais à Temple University au Japon, ensuite à Shanghai aussi. 22 ans, c'est dingue de faire ça. Extraordinaire. Oh ouais, non, j'ai été privilégié ouais, et mes parents m'ont beaucoup soutenu là-dedans parce que, comme tu peux imaginer, j'avais pas les moyens moi-même de payer ces études et mes parents ont vendu leur boutique pour me payer des études. Donc, ah ouais, c'est incroyable. Ouais, donc c'était important pour moi, pour eux aussi, et voilà. Et après, c'est quoi tes premiers jobs? Et après, alors, mes premiers jobs, c'était à 4 ans dans les boutiques de mes parents. Totalement légal. Totalement illégal. Mais disons que j'ai beaucoup été vendeur voilà, dans la boutique principale rue d'Alésia de mes parents. Mais j'étais très porté sur le fitting, sur le dressing, plutôt que sur la vente. À l'époque, moi, je conseillais les clients pour savoir si ça leur allait ou pas, ce qu'ils portaient, si ça leur convenait, si le coloris allait à leur teint, etc. Et mes parents étaient plus dans le « faut vendre Ouais. ». Tu vois, faut aller vendre. Et donc, c'était Arrête assez de faire marrant. ton styliste. Ouais, on n'est pas là pour ça. Donc, c'est assez marrant parce qu'au début, voilà, j'étais plus intéressé par le conseil. Mais j'ai fait plein de boulots. J'ai été serveur dans des restaurants, j'ai été coursier. Moi, j'étais en scooter depuis très jeune. Je me baladais en scooter depuis très jeune. Et donc, j'ai un ami son père avait un business et donc il avait besoin de coursier. Et donc, j'ai été coursier. Je me démerdais pour faire des petits. Exactement. Je faisais ça. J'ai travaillé dans. Mais toi, là, quand t'as fini tes études, ouais. T'es pas retourné dans les boutiques de tes parents? Non, ils les avaient plus. Et il fallait bien faire quelque chose. Non, mon premier job, c'était un stage post-études, enfin durant mes études, mon stage de fin d'études, c'était chez Publicis. C'était chez Zenith Media, qui était une agence média qui gérait des budgets publicitaires pour les plus grandes marques au monde. Et moi, à l'époque, je travaillais sur des comptes comme Nestlé ou Banque Populaire. Donc voilà, j'ai fait mes armes dans la pub et le média chez Publicis, où j'ai commencé en tant que stagiaire et ensuite j'ai été embauché directement alors que j'avais même pas fini mes études. Donc j'ai fini mes études en parallèle parce que mon école me le permettait, mais voilà, ça s'est fait naturellement. Et pourquoi j'ai commencé par là? Alors pour 2 raisons, parce que quand j'étais jeune, en plus d'aimer le cinéma, les objets un peu connectés, tu vois, les gadgets un peu tech. J'étais inspiré aussi par le luxe parce que je voyais pas mal de marques chez mes parents qui étaient ou outdated ou qui plaisaient aux personnes, à certaines personnes, mais pas aux masses, quoi. Bref, j'ai été nourri là-dedans, mais j'aimais aussi beaucoup la publicité. J'adorais. C'est un peu lié au cinéma. C'est un peu lié au cinéma. La publicité vidéo. C'est le storytelling. Non, mais c'est vrai que moi j'appréciais. Je regardais une émission sur M6 qui s'appelait Culture Pub tout le temps. Et c'est vrai que j'ai grandi avec les messages publicitaires. En tout cas, c'est un truc qui me plaisait beaucoup, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Et pendant mes études, j'ai développé un petit peu de compétences un peu plus théoriques sur la façon dont cette industrie fonctionnait. Et je me suis dit, bon, je vais envoyer des CV. Je vais envoyer des CV
à plein de boîtes, notamment des maisons de luxe. Je me souviens avoir envoyé des CV Dior et autres. J'attends toujours un retour. Tu peux faire comme Demna, je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu, bien sûr, mais j'y suis allé. Ouais, l'expo de Balenciaga avec Demna, où t'arrives au début, c'est génial. T'as l'email imprimé comme quoi il avait été refusé pour un stage. Je pense qu'on s'en est tous reçus. Tous. Je pense qu'on en a tous reçus. Ouais. Moi, je pense que je peux aller dans ma boîte email et les retrouver. Moi aussi, j'ai regardé, ouais. Ouais. Mais bon, j'ai reçu des emails évidemment, votre candidature ne convient pas et tout ça. Fine. Et Publicis m'appelle et me dit bon, bah, on se voit. J'ai commencé là-bas, j'ai fait mes armes, j'ai appris ce que c'était. T'as appris quoi exactement? J'ai commencé par ce qui était très méconnu à l'époque, parce que c'était il y a 17-18 ans maintenant. La publicité Internet. À l'époque, la publicité, c'était principalement la télé, l'affichage, la radio, la presse. Voilà, c'était le nerf de la guerre, c'était comme ça que les marques communiquaient. Et moi, je me souviens, les briefs qu'on recevait, donc mon job, c'était de monter les médiaplans, les plans médias pour différents clients, avec cette expertise digitale. Donc comprendre comment les publicités étaient diffusées, comment elles apparaissaient sur les sites, quel site choisir à l'époque, parce qu'il y en avait. C'était en quelle année? C'était en 34, non je rigole. C'était en 2009. Ok. On est en quoi là? En 25? Ouais, c'était en 2009. Et c'est vrai que… Oui, donc tu as quand même Internet qui est déjà… La bulle Internet est mature, voilà. Mais il n'y a pas les réseaux sociaux. Ouais. Facebook n'est pas encore arrivé. Tu as des blogs, tu as des médias traditionnels qui ont leur site web, L'Équipe, Le Monde, Parisien, etc. Et la presse commence à se mettre en… Ils sont déjà dessus. Okay. Ils sont déjà dessus depuis 10 ans et ils monétisent et ils vendent leurs inventaires publicitaires. Mais à l'époque, ça se vendait… ce qu'on appelait au gré à gré. Donc, on disait, bah, moi, je veux tel emplacement publicitaire sur le site et on recevait une ordre d'insertion qu'on signait et tout. On envoyait un scanner, un fax pour valider une publicité qui allait paraître 3 semaines, 1 mois après. Et donc, la publicité Internet à l'époque, les clients nous appelaient, ils nous disaient, bah, voilà, j'ai peut-être 5 000 €, 10 000 €, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est drôle parce que quand tu regardes aujourd'hui le média le plus utilisé pour consommer de l'information ou rechercher ou faire des recherches, etc., bah, Internet, c'est impensable de se dire qu'il y a 20 ans… Tu vas aller au kiosque de presse pour aller savoir les news du jour. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Exactement. Tu as ta notification directement de Les Échos sur ton téléphone. Ouais. Et les investissements médias sur Internet ont dépassé tout le reste aujourd'hui, dans le monde. Ouais, et en plus, dedans, il y a plusieurs transversales parce que tu as toujours tes blogs. Complètement. Enfin, tu vois, les sites, puis tu vois, maintenant, on a les réseaux sociaux, on a tel et tel média. Enfin, il y a plein d'autres choses totalement différentes. Et en fait, la pub est devenue un peu généralisée, quoi. Les métastases, elles sont partout. Ah, là, pour le coup, c'est partout. Et c'est vrai que, pour moi, à vrai dire, les 3 premiers mois de mon stage, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que je faisais. Parce que c'était très technique, en fait. Bah ouais. Et moi, l'aspect créatif, qui était quand même à la base ce qui m'inspirait dans la publicité, je ne le retrouvais pas. Donc bref, au final, j'ai fini par comprendre, ça m'a plu. Et puis Internet, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et j'ai changé d'agence média 1 an et demi après ça, où j'ai travaillé pour des marques comme Mercedes ou Activision. Donc pareil pour des pubs sur Internet? Pour des pubs sur Internet, au début. Okay. Donc vraiment pour des pubs sur Internet et une stratégie média. Mais dans l'intervalle, digital. Mais dans l'intervalle, tu as Facebook, YouTube, le search de Google qui était déjà bien développé, mais qui se démocratisait encore un peu plus. La publicité vidéo sur Internet, d'où YouTube, parce que auparavant, la publicité sur Internet, c'est soit une image avec un texte, soit un GIF, mais la vidéo, le média riche n'est pas arrivé avant ces players-là. Et donc c'est là, à ce moment-là, où tu as eu des formats vidéo sur Internet, des formats interactifs,
Est-ce que tu pouvais avoir à la télé, maintenant tu peux les retrouver Exactement. sur certaines plateformes. Certains médias plus digitaux. Et pourquoi? Parce que la rapidité d'Internet ne permettait pas de charger une vidéo, mettait trop de temps en fait. Ça mettait trop de temps de charger une vidéo sur Internet à l'époque avec des modems 56K. Enfin bref, je te passe les détails. Mais à l'époque, Internet était très lent. Donc pour diffuser une bannière, ça allait, mais pour diffuser une vidéo, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc j'ai continué là-dessus. Et après, dans cette même agence qui était donc chez WPP, Media Edge, qui est Wavemaker aujourd'hui, j'ai appris là les autres médias. Donc on m'a dit bon bah c'est bon, tu connais, c'est bon, le digital c'est clair. Et moi je me suis intéressé, ok, mais du coup comment fonctionnent les autres médias? Donc j'ai fait un peu plus que ça. Donc je me suis intéressé plus à la télé, plus à l'affichage, plus à la radio pour comprendre un petit peu les dynamiques entre les médias. Les forces, ouais. Voilà. Et puis après ça, je suis retourné à mes premières amours Internet. Donc après 1 an et demi, 2 ans, chez Yahoo. Donc Yahoo qui est un peu un des pères fondateurs du web, que les moins de 20 ans aujourd'hui. Le logo était violet. Le logo était violet, merci Lou. Mais donc c'est vrai que c'est l'ancêtre du web, c'est le moteur de recherche Yahoo, c'était number one à l'époque. Et moi, lorsque j'y suis allé, on était dans une phase encore un peu transitoire, donc avant l'ère fast et extraordinaire. Après, pardon, l'ère fast et extraordinaire, et avant l'énorme vague social media d'une certaine façon. Donc voilà, et là chez Yahoo, j'ai renforcé mon expertise digitale, numérique, tech, et j'avais plus un rôle de conseil, de plan média, mais j'avais un rôle qui était porté sur vraiment la vente. Mon objectif, c'était de vendre les espaces publicitaires disponibles sur les sites Yahoo auprès des marques. Et donc, à l'époque, je me suis concentré sur l'automobile. J'aimais bien l'automobile, c'était ce qui était disponible. Donc, je vendais des espaces publicitaires sur Yahoo auprès des constructeurs automobiles. Voilà. Et après ? Fast forward, 5 ans après, pas mal de rôles chez Yahoo, entre autres sur l'automobile, l'entertainment et beaucoup bossé avec les agences médias aussi. Après Snapchat. Voilà, mais Snapchat, il y a quasiment 9 ans maintenant. Mais alors, il faut que tu racontes un peu ça, parce que comment tu es arrivé chez Snapchat et Snapchat avait quel âge? Snap a été fondé en 2011 et j'ai join en 2016, donc 5 ans. Quand même, ok, oui, il y avait quand même 5 ans. Et c'était quoi? Alors, fais un arrêt sur image. Ouais. 4-5 ans, et il faut se dire qu'avant que ça prenne l'ampleur que ça a pris, pendant 2-3 ans, il n'y avait pas de publicité sur Snapchat. C'était pas monétisé? C'était pas monétisé, c'était vraiment du Snap. Et il y avait même. C'est vraiment, tu prenais ta photo qui durait 24 heures et tout. Tu n'avais pas la messagerie? C'était tout. Il y avait au tout début pas la messagerie. Ouais. Au tout début, il n'y avait même pas les stories qui sont arrivées qu'en 2015. Moi, je me rappelle qu'ils sont arrivés. Voilà, donc tu t'en rappelles parce que tu as beaucoup utilisé et tu utilises toujours énormément. Exactement. Ouais. Peut-être un peu moins qu'avant, mais tout de même. J'ai grandi avec Snap. Collège, lycée, Snapchat, c'était la façon de communiquer. Parce que Facebook, tu as tes parents qui sont arrivés dessus, donc on y était beaucoup moins. Ouais. Et après, en fait, tu étais. Même aujourd'hui, tu as les flammes pour garder un peu, tu sais. Enfin, c'est super et je le vois dans des gens un peu plus jeunes que moi. Snapchat est toujours là. Complètement. Tu vois? Mais bon, ça, on va en reparler. On va en reparler. Donc là, Snapchat a 4-5 ans et du coup, moi, je sais que Snap va ouvrir un bureau. J'apprends que Snap va ouvrir un bureau, donc j'essaie de contacter. Ils étaient déjà en France? Non. Ah, pas du tout? Ah, pas du tout. Moi, je pouvais pas y avoir accès à l'époque. Alors, l'appli était disponible en France, mais les bureaux, non. Exact. Absolument, l'appli était déjà disponible dans pas mal de pays à travers le monde. Oui, parce que moi, en 2016, je passais le bac. Donc tu l'avais déjà depuis un moment. Déjà depuis un mois. Exactement. Donc c'était disponible, mais lorsqu'on a... mais à ce moment-là, j'apprends qu'ils vont ouvrir un bureau à Paris. Et c'est vrai que... Comment tu l'apprends? Parce que c'est tout bête, mais bon... Mais parce que les gossips vont vite. Ouais.
une tech, Internet. J'ai pas mal de potes dans des grandes sociétés Tout le monde en Internet parle, aussi. c'est des mastodontes. Mastodonte à l'époque. Oui, c'est quelque chose on se dit que ça va arriver. Il y a quelque chose qui se trame. Et la France, pour Snap, c'était le premier pays dans lequel on ouvrait un bureau qui était non anglophone. Ah. Parce qu'il y a eu les US, le UK, l'Australie, et après la France. C'est le 4e pays dans lequel on a ouvert un bureau dans le monde. Donc moi, j'ai contacté beaucoup de gens chez Snap via LinkedIn, des recruteurs, etc. Et ça s'est fait naturellement après un peu de harcèlement de ma part. Voilà. Et c'était pour faire quoi au départ? Alors, au départ, c'était… Il y avait l'ouverture du bureau. Il y avait l'ouverture du bureau et il fallait qu'on monte le business. Il fallait qu'on développe la partie business parce que Snapchat fonctionne comme la majorité des médias grâce à la publicité. Et la publicité existe lorsque Snap ouvre à Paris. La publicité existe depuis peut-être 2-3 ans maximum, 2 ans. Et il y a une recette qui est en train de se créer avec des succès, des marques qui sont assez excitées à l'idée de commencer sur Snap. Donc, c'est ça, c'est l'arrivée des marques. Parce qu'en France, on est le marché du luxe. Enfin, toute la plupart des maisons mères sont en France, en Suisse, en Italie, un peu UK. Et donc, tu as le siège. Mais en même temps, Snapchat, c'est une génération, j'imagine encore plus il y a un peu moins de 10 ans, qui est extrêmement jeune. Donc, il fallait comprendre le ROI pour la marque, d'aller targeter Dior à une gamine de 16 ans. Et pourquoi parce que cette gamine de 16 ans, aujourd'hui, elle a 25 ans. Exact. Hello. et c'est vrai que pour les maisons de luxe, notamment, pour mettre l'inception, pour mettre l'idée, la petite graine dans la tête des futurs clients, il faut commencer très tôt parce que il faut aussi raconter l'histoire. Il faut expliquer pourquoi Dior et différentes Chanel, et différentes Prada, et différentes Saint Laurent et créer de la préférence de marque très jeune. Et c'est comme ça que tu crées. Ah bah moi, le premier sac que je vais acheter quand j'aurai assez de sous à 16, 18, 22, 23. Ce sera telle ou telle maison. En plus, les marques sont maintenant, je trouve, très sociales. Pas de par des réseaux sociaux, mais de par des engagements sociaux. Par exemple, tu vois Balenciaga, tu vois dans le Marais, c'est que des gens Balenciaga. Tu sais, parce que tu as aussi ce mouvement social de faire du sustainable, etc. Tu vas à Avenue Montaigne, bon, tu te dis que c'est plutôt… tu vois… Business. Non, même que tu reconnais les gens socialement à qui tu appartiens plus ou moins. Bien sûr. De part non pas aussi que par luxe, pas luxe, mass market, mais aussi par type de marque. Complètement. Mais la mode, c'est le moyen de s'exprimer de la façon la plus évidente pour une personne aujourd'hui. Avant même que tu aies parlé à la personne, tu dois savoir. Après, les apparences sont parfois trompeuses. Exact. Mais c'est vrai que voilà, la mode… C'est un signal. Exactement, c'est un signal. Et donc, à l'époque, Snapchat, donc son business model, c'est de vendre de la pub. Vendre de la publicité. Et donc, nous, on arrive à 3-4 où on doit se répartir les clients et on doit aller convaincre les clients de toute catégorie. Toute catégorie. Donc, que Snap est extraordinaire. Tu as autant du luxe que du Kinder Bueno ou du Mercedes. En fait, on se partage en 3-4 le marché français des marques françaises ou étrangères. Et à cette époque-là, moi, dans mon scope, j'ai une concentration de maisons de luxe, notamment LVMH, qui est quand même le leader. Donc du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec eux et beaucoup de temps avec, à l'époque, les maisons de luxe. Et c'est vrai que dès le début, on a créé ce lien, je dirais, assez fort et surtout cet intérêt et cette interrogation aussi de la part des maisons de luxe. Mais d'accord, mais pourquoi? Comment? C'est jeune, mais c'est différent aussi. Voilà, il y a plein d'interrogations auxquelles il faut répondre parce que c'est nouveau. Et Snap, lorsqu'on arrive, tu l'as dit, c'est utilisé à l'époque aussi par des populations très très jeunes. Donc
tu vas difficilement Ton trouver… ROI, il est à moyen terme, long terme. Notamment. Et les personnes auxquelles tu parles, peu importe les maisons ou même les marques, en règle générale, ils ont plus de 25 ans. Oui. Tu vois, notamment dans des fonctions un peu dirigeantes. C'est difficile de comprendre la hype qu'il y a autour de ça. Donc il y a toute une éducation et un narratif à amener. Ouais. Et à l'époque, comment tu as aidé les maisons en fait à former? Parce que si je dis pas de bêtises, aujourd'hui votre business model, c'est pas forcément le même. Alors, il y a des choses en plus, tu fais des filtres, des stories, et surtout une maison, tu vas dealer avec elle en France, mais c'est pour le global. Absolument. Et qu'est-ce que tu peux vendre? Parce que tu as tellement de choses différentes. Ouais. Alors, la source première de revenus pour Snap, ça reste la publicité. Okay. Ça reste la publicité. Néanmoins, on s'est beaucoup diversifié, et je vais en parler peut-être après, mais dans la publicité, effectivement, là, il y a un champ d'action assez vaste, parce qu'on va pouvoir proposer des expériences de réalité augmentée. Des filtres aussi, qui sont plus 2D, quand la réalité augmentée, c'est un peu plus 3D. Les formats stories, donc ce qu'on appelle les snap ads, des formats qui sont plus e-commerce pour driver aussi du business. Voilà, social commerce, sur du business, soit sur les sites des marques, soit dans les boutiques. Donc on a des formats publicitaires qui sont dédiés à ça. Et c'est vrai que la majorité de notre business model aujourd'hui repose sur la publicité. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à parler de la réalité augmentée. Parce que non seulement c'est un nouveau format, un nouveau canevas, mais créativement, d'autant plus pour des maisons de luxe dont c'est un peu le playground, la créativité, on va passer beaucoup de temps à éduquer là-dessus et à expliquer pourquoi c'est aussi important, pas seulement pour aujourd'hui, notamment pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Oui. Et donc, pourquoi c'est important aujourd'hui et pour demain? C'est une bonne question. C'est important aujourd'hui parce que Snap, on a 900 millions d'utilisateurs mensuels. Okay, chaque jour, on a plus de 460. Tu as presque une personne sur 8 dans le monde qui est sur Snap tous les jours. Tous les mois. Tous les mois. Et l'année prochaine, on devrait vraisemblablement arriver à 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Donc, ils se connectent tous les mois, chaque mois. 1 milliard d'utilisateurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se targuer aujourd'hui d'en avoir autant. Ça va être cher les pubs. Hein, elles doivent. Ah, si tu les diffuses partout dans le monde, elles peuvent, ouais. Mais c'est important du coup pour aujourd'hui parce que sur les 900 millions de monthly, on va avoir un peu plus de 460 millions de gens qui viennent quotidiennement sur Snapchat. Et sur ces centaines de millions d'utilisateurs, la majorité, plus de 60-70%, va interagir avec la réalité augmentée sur Snapchat chaque jour. Ah, vont mettre des filtres. Exactement. Et pour parler à leurs amis, ils vont ajouter ces lens en réalité augmentée et rendre un peu la conversation un peu plus décomplexée. Oui. Parce que, ou plus fun, ou plus divertissante, ou plus. Et c'est comme ça que les filtres ont commencé, avec des couronnes de fleurs, des oreilles de chien, des arcs-en-ciel qu'on vomit. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc c'est comme ça que ça a commencé, parce que c'était très playful. Et du coup, il y a des centaines de millions de gens qui ont apprécié ça. C'est devenu des icônes. Ah oui. C'est pop culture, les lens Snapchat. Ouais. Et c'est vrai que il y a un bassin d'audience, tu as des centaines de millions de gens qui font ça toute la journée. Donc nous, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a fait des expériences, on en a fait un business, au même titre que les gens qui consommaient les stories. Parce que si on s'arrête 2 minutes sur les stories, inventées par Snapchat… Mais aujourd'hui, Instagram le fait. Ouais, et plein d'autres. Oui, et plein d'autres. Mais ça a été inventé par Snapchat. Ouais. Et ce qui est fantastique, c'est simplement qu'on est arrivé aussi sur le marché à l'époque avec un format qui est devenu un standard aujourd'hui, mais qui à l'époque était très surprenant. C'était une vidéo verticale, full screen, avec le son on par défaut,
dédié au mobile. Et c'est vrai qu'à l'époque, lorsque Snap arrive, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu beaucoup d'intérêt aussi de la part des maisons de luxe, c'est que c'était révolutionnaire. Parce qu'avant, les bannières, elles prenaient la taille. Avant, tu étais sur ton BlackBerry, là, tu deviens sur ton iPhone. Tu passes sur ton iPhone, tu as des feeds, les gens, ils sont habitués à consommer des feeds, tandis que nous, ce qu'ils consomment, c'est des snaps. Et les snaps, ça prend l'entièreté de ton écran, le full real estate, comme on le dit sur un écran mobile. Et de cet usage, qui est un usage organique, qui est un usage quotidien, naturel des Snapchatters, bah nous, on en a fait du coup un business et on vend des publicités qui sont inspirées des snaps natifs et organiques. Et donc, c'est là où on arrive auprès des marques et on dit… Quelque chose qui est authentique. Quelque chose qui est authentique et qui est ancré dans la consommation de l'application. Et lorsqu'on arrive auprès des marques ou des maisons et on leur dit vous allez faire de la publicité verticale, vidéo, avec du son, le choc, c'est OK, mais quelles sont les guidelines? Est-ce qu'on peut faire 10 secondes, 8 secondes, 5 secondes? Combien de temps ça reste? Est-ce qu'on peut avoir un clic pour rediriger? Enfin, des millions de questions se posent parce que ça n'existe pas. Et déjà à l'époque, on est extrêmement créatif et innovant. Et je suis revenu là-dessus parce qu'on a fait la même chose avec la réalité augmentée. Parce qu'au même titre qu'on a démocratisé l'usage de la vidéo verticale sur mobile pour les marques et les stories, l'usage des stories par ailleurs, aujourd'hui, on démocratise l'usage de la réalité augmentée à travers un téléphone et à travers l'application Snapchat auprès de centaines de millions de personnes. Et ça marche super bien. Et ça marche super bien, on le voit avec des maisons, quasiment toutes les maisons en font ou en ont fait. Hein. Mais moi, je me rappelle très bien, c'était Dior qui faisait ça, où tu peux faire du fitting. Ouais. Et je trouve que c'est tellement smart dans le sens où, moi je me rappelle, c'était les bobs. On peut faire les bobs ou tu sais, les sortes de… Bon, c'est plutôt Hermès qui dit ça, mais tu sais, les Twilly. Absolument. Et en fait, tu peux essayer. Et en fait, tu es là. En plus, c'est pas des produits qui sont très chers. Qu'on se le dise, c'est quand même des produits son d'appel. Ça a changé. Oui, il y a tout maintenant. Mais maintenant, moi, il y a je me tout. rappelle, Au début, bien sûr. Peut-être que j'étais plus jeune, je sais pas. Mais en gros, moi, je me rappelle que j'avais ça, les bobs et tout, Dior que tu mettais, ou les lunettes de soleil. Vraiment, les produits de consommation. Comme tu l'essayes, tu as envie de l'avoir. Veste, un sac, tu sais que c'est pas tout le jour que tu vas l'acheter quand même. C'est vrai que c'est pas le même prix. C'est moi, ouais. Et après, ça, tu me le diras parce que ça, je ne le sais pas du tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'applications de fitting aujourd'hui, tu sais, parce que tu as des problématiques quand tu fais du prêt-à-porter, d'avoir par rapport à ton patron et ton gabarit, d'avoir vraiment une pièce qui te va. Et tu as des problématiques de retour après souvent pour les maisons, etc. Donc, complètement. C'est un coût. Et c'est vraiment une question qui me vient. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à vraiment faire tout ce qui est fitting? Je sais qu'aussi même dans des boutiques, tu peux faire du fitting virtuel. Et est-ce que Snapchat participe à des choses comme ça ou… Bien sûr. Ouais. C'est vrai que en fait, la réalité augmentée pour le luxe, c'est plein de choses. Raconter une histoire, créer des mondes immersifs, etc. Mais c'est aussi le virtual try-on. Oui, exact. Et le virtual ça, c'est ce qu'on fait try-on. depuis toujours. Oui, mais à l'époque à laquelle tu essayais et les premiers filtres pour vulgariser, les premières lenses. J'appelle ça toujours un filtre. Oui, mais comme quasiment la totalité de la population. À l'époque, les devices, donc le smartphone, donc que ce soit un iPhone ou un Android, un iOS ou Android, les réseaux SFR, Bouygues, tout ça nous permettent pas de faire tout ce qu'on veut non plus, parce que y a des limitations. Il y a des limitations de bande passante, il y a des limitations de taille d'écran, il y a des limitations. Donc il y a plein de limites qui font que oui, à l'époque, on a commencé avec des bobs parce que c'était le visage et c'est des choses qu'on connaissait bien et qu'on savait faire. On a fait avec les lunettes parce qu'on le faisait de façon organique, avec des fils, des lenses de lunettes qui n'étaient pas brandés, mais qui fonctionnaient très bien. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pouvait faire à l'époque. Mais aujourd'hui, les expériences qu'on peut faire en réalité augmentée, c'est ça, mais avec des stéroïdes. C'est 10 fois plus puissant grâce aux nouveaux smartphones, grâce à la 4G, à la 5G qui est maintenant disponible quasiment partout, grâce aux nouvelles puces de tous les téléphones qui accélèrent le compute d'une certaine façon et qui rendent tout l'accès à ces expériences beaucoup plus fluide.
Et je fais le parallèle avec ce que je disais auparavant. Il y a 10, 15, 20 ans, pour charger une publicité sur Internet, c'était une bannière et c'était statique. Imagine un filtre. Imagine, ça aurait été impossible. Et nous, chaque année, la technologie évolue, que ce soit le hardware ou le software, donc le téléphone ou même ce qu'on met dedans et dans l'application, nous permettent aujourd'hui de faire des expériences où j'essaye une montre, où j'essaye une paire de baskets, où je vais marcher sur le pont Alexandre III pour découvrir la nouvelle tank française. Et à la fin de ce pont et de la découverte des époques de la tank française, je vais pouvoir l'essayer. Donc je peux mixer aujourd'hui. Et hop, tu vas chez Cartier. Et donc je peux mixer aujourd'hui des expériences de storytelling très riches avec du virtual try-on. Mais à l'époque à laquelle tu fais référence, il y a 3, 4, 5, 6 ans, oui, c'était beaucoup plus basique parce que c'était une paire de lunettes, un bob, mais parce que la technologie ne le permettait pas. Question, comment tu arrives pour une maison qui va mettre beaucoup d'argent dans la pub, le média, etc., donner du ROI? Aujourd'hui, disons que Internet, c'est le média qui est le plus facilement traquable. Un mot, mais c'est celui où on a des signaux. Si tu as un lien d'acheter à acheter, hop, déjà là tu peux directement savoir si cette personne d'où elle vient. Exactement, tu as des pixels sur le site, tu as des outils. Oui, tu peux voir qu'est-ce que fait le consommateur. Que fait le consommateur sur le site, et tu peux savoir quand il a check-out, malgré RGPD, malgré. Voilà, tout est maintenant un peu plus anonymisé, tant mieux, mais tout est analysable. Donc on peut suivre le consommateur et le client jusqu'à l'acte d'achat. Et même l'acte d'achat en boutique. Donc plus ça va et plus on se perfectionne sur le fait de suivre. Pour un rendez-vous en boutique? Tu as un adresse email, tu as un numéro de téléphone en boutique, notamment dans les maisons de luxe aujourd'hui. On sait que tu étais chez Staple et on sait que ce compte-là a eu tel truc. Il y a un identifiant, tu as un compte en règle générale où tu donnes ton nom, ton prénom pour avoir un historique d'achat, pour avoir donc tu as un compte client et on arrive à faire à l'association. Tout est évidemment RGPD anonymisé, etc. Mais voilà, il y a pas mal de liens qui nous permettent d'identifier. Et tu arrives à dire sur Snapchat tel et tel et tel, par exemple de la story pub classique, de la story avec un lien, un filtre. Ça t'apporte tel ROI, entre guillemets? Alors, tel gain? Pour quasiment chaque format, aujourd'hui, on sait, on mesure le ROI, bien sûr, et donc on va savoir quel est le potentiel outcome et retour sur investissement sur chaque campagne. Et c'est quoi un moyen ou une fourchette? Écoute, ça va dépendre de chaque campagne. Tu as des campagnes traditionnelles qui sont là pour driver du trafic sur le site et faire de la vente, et tu as des campagnes qui sont là pour faire du branding. Donc, c'est pas les mêmes objectifs aussi. On va regarder un peu plus est-ce qu'on a bien couvert la cible, est-ce qu'il y a eu une bonne répétition, est-ce qu'il y a eu une mémorisation de la marque, etc. Comment tu le sais ça? Parce qu'on fait des études post-campagne où on a des bassins d'audience qui ont été exposés, d'autres qui n'ont pas été exposés. On pose les questions, vous avez vu, vous n'avez pas vu, et on regarde s'il y a eu une mémorisation de l'impact publicitaire de telle marque, de tel produit, etc. Donc ça, c'est sur l'aspect brand et donc la marque qui est quand même assez important pour les maisons de luxe. Et après, c'est tout ce qui est trafic et conversion. On va regarder l'impact effectivement de façon factuelle des ventes ou du trafic sur site. Est-ce que les visites ont été qualifiées? Est-ce que les gens ont passé beaucoup de temps sur le site? Combien de pages en moyenne ils ont regardé sur le site, etc. Et donc on a des ROI, on a des expériences de réalité augmentée par exemple qui ont fait des ROI de x5, x8, x10. Donc tu vas investir 100 000 euros de médias, tu vas avoir 500 000 euros de vente, 800 000 euros, 1 million d'euros de vente. Tu peux avoir des choses en plus court terme. Ah oui, oui. C'est ça qui est bien. Là, on se parle sur du court terme. Après, tu ne peux pas nécessairement isoler exclusivement que ce format-là, à moins que tu n'aies pas d'autres campagnes ailleurs. Mais
au même moment, tu as potentiellement une campagne en affichage, tu as Oui, potentiellement… bien sûr. C'est C'est les gens- 360. Exactement, De toute manière. c'est le 360. Tu vas sur Snap, donc tu vas forcément sur Instagram, tu te balades dans la rue, blablabla. Donc, Exactement. Tu es exposé. Donc après, l'acte d'achat, il revient à tous les contributeurs, je dirais. Mais on a des ROI qui sont assez impressionnants. On a Dior qui a fait des essayages de leurs sneakers B27 il y a quelques années de ça. Ils ont eu un ROI de 4 ou 5 fois grâce à ça. à la réalité augmentée, grâce aux lens. Et les baskets étaient sold out dans quasiment partout online et quasiment partout aussi en boutique lors des premières semaines de vente. Ouais, super succès. Et c'est pas les seuls. On voit Cartier, la Tank, français, ça marche bien. La Tank, les Love, etc. Ouais. Mais il y a des gens qui arrivent en boutique, qui essayent, qui prennent un snap et qui arrivent en boutique, qui disent est-ce que je peux essayer ça? Est-ce que je peux acheter ça? En fait, c'est ça. C'est que tu sais, souvent quelque chose, c'est qu'avant d'acheter, il faut toucher le produit. Ouais. Tu vois, on te dit non, mais si le client il essaye, c'est souvent que c'est quasiment tu sais qu'il va acheter. Donc en fait, là, vous êtes un vecteur comparé à Instagram ou toi, d'autres. Tout à l'heure, tu me disais que Snapchat est pas un réseau social, donc tu vas nous dire pourquoi. Mais par rapport, moi, je le vois selon ma vision. Pour moi, Snapchat, c'est de la messagerie, c'est un réseau social comme Instagram ou comment ça s'appelle les vidéos? TikTok. Ouais. On dirait une vieille. Comment ils font déjà les jeunes? Voilà. Et en fait, ou par exemple, je trouve que Instagram c'est beaucoup de l'influence. Tu vas voir telle influenceuse, telle star qui porte ça, donc ça, dans un univers, donc t'aimes bien, puis ça se repeat parce que t'en vois plein, parce que souvent les campagnes elles sont souvent au même moment. Ouais. Donc tu dis super, j'adore ce produit, c'est vrai qu'il va super bien sur elle, peut-être que ça ira bien sur moi. Mais voilà. Alors que Snap, si je dis pas de bêtises, le fait donc de pouvoir essayer, c'est tellement personnalisé. Et là, vous êtes malin, tiens, un petit lien pour prendre un rendez-vous pour l'acheter. Je trouve que c'est assez extraordinaire et hyper malin pour une marque. Ah, mais c'est toi qui l'as dit. Hein. Ouais, désolé. Mais à condition d'avoir la bonne cible. Et peut-être la problématique de Snap, c'est ils ont quel âge a le consommateur moyen. Ouais. Alors, et après, on va revenir sur tout ça. Hein. Mais aujourd'hui, Snap dans le monde, c'est à peu près 90% des 13-24 ans dans plus de 25 marchés. Donc, aux États-Unis, 90% des 13-24 ans américains sont sur Snapchat. C'est le cas en France, c'est le cas au UK, c'est le cas au Middle East, c'est le cas. T'en as 9 sur 10 des 13-24 ans. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, mine de rien, plus de 50% de l'audience de Snapchat dans le monde a plus de 18 ans, voire même plus de 25 ans. Donc oui, on est jeune et on commence très jeune et on est très intégré chez les jeunes, mais les jeunes qui ont commencé… C'est la fidélité. Il y a 9 ans, 12 ans, 14 ans, et ils continuent. Et eux ont vieilli. Parce que si tu prends les jeunes de l'époque qui avaient entre 13 et 18 ans, qui ont commencé donc il y a 14 ans sur Snap, ils ont entre 27 et un peu plus, et plus de 30 ans aujourd'hui sur Snap. Donc c'est ça l'âge moyen qu'on retrouve, notamment dans les pays matures. La consommation, elle change un peu. Et la consommation, elle change un peu. C'est que l'usage numéro 1 primaire de Snap, c'est prendre un Snap, le partager à ses proches. Ouais. Et donc, c'est vraiment reconnecter les amis, la famille dans leur quotidien avec quelque chose de confidentiel en plus. Quelque chose de confidentiel et la façon la plus simple de communiquer et notamment de partager des messages un peu plus riches que du texte. Parce que Evan Spiegel et Bobby, lorsqu'ils ont créé Snapchat… Mais selfie, mais lorsqu'ils ont créé Snapchat à l'époque, l'objectif c'était d'être un antidote aux réseaux sociaux. Ouais, ça paraît impressionnant, mais à l'époque, les réseaux sociaux explosent. T'avais quoi? Instagram, Facebook? Même pas Instagram? Ouais, Twitter, mais principalement ceux que tu viens de citer. Et en fait, à l'époque, Evan comprend que
tout ce qu'on partage sur Internet ne peut pas et ne doit pas être public. Parce que on ne maîtrise pas le contenu, on ne maîtrise pas les données, il y a plein de trucs que l'utilisateur final ne maîtrise plus. Et donc l'objectif, c'était de ramener sur Internet une safe space to communicate avec tes proches, tes amis. Et d'où la notion des messages éphémères, d'où l'éphéméralité des messages, c'était de rendre à chacun la maîtrise sur le contenu qu'il partageait sur Internet. Et en plus, de communiquer rapidement grâce et à travers la caméra. Parce que, pareil, 15 ans auparavant, 20 ans auparavant, l'iPhone n'est pas encore arrivé, il n'est pas installé, donc on communique par texte. C'est comme ça qu'on échange avec, sans remonter aux machines à écrire, mais en remontant même à SMS et des MMS les BlackBerry, payants. c'est des SMS, des MMS, c'est payant, T'étais etc. limité. T'es limité, 140, 160 caractères, enfin bref. Et Snap arrive à un moment où Evan et Bobby, le cofondateur, réalisent que tout le monde a un smartphone quasiment aujourd'hui et il y a un objectif d'appareil photo dans le smartphone. Donc pourquoi on n'utiliserait pas ça pour communiquer plutôt que du texte? C'est beaucoup plus naturel, ça paraît quand même plus fun. Et donc c'est comme ça que Snap a commencé. C'est messagerie instantanée visuelle pour mon cercle d'amis intimes, mes proches, ma famille. Et donc, c'est pour ça que on est différent. Voilà, on est né différent. Et oui, quand les gens vieillissent ou deviennent un peu plus matures sur Snap, non seulement ils vont snapper, envoyer une photo, une vidéo à leurs amis et leur famille, mais ils vont aussi consommer du contenu. Ils vont consommer les stories, ils vont consommer toute la partie où on a des centaines et des centaines d'éditeurs, de médias, de publishers, hein, Le Monde, Vogue, Fonction de ta cible et voilà. qui sont disponibles et c'est une sorte de kiosque. Et Snap a lancé en 2015 Discover, qui était, souviens-toi, hein, je pense que tu utilisais aussi le kiosque numérique d'une certaine façon, avec des marques médias fortes qui étaient contrôlées, maîtrisées par Snapchat uniquement. Tout le monde ne pouvait pas, enfin tous les médias ne pouvaient pas avoir une présence sur Snap. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On maîtrise les médias qui sont certifiés sur Snapchat et qui peuvent diffuser de l'information aux centaines de millions d'utilisateurs de Snapchat. Et vous êtes un partenaire aussi, vous aidez les maisons pour avoir des followers, par rapport à l'algorithme. Parce que par exemple sur Instagram, pour que des maisons fassent X centaines de millions d'abonnés, quand c'est des gros comptes comme ça, je pense que le réseau social ou le média a tout intérêt de faire attention à ces clients-là. Bien sûr. Tu vois. Alors c'est vrai que, comme je l'expliquais, Snap, ça a démarré étant une plateforme très one-to-one. Donc, je parle à mon ami, à mes amis, à ma famille. One-to-one ou one-to-few. Donc la relation avec les marques à l'époque était très limitée sur Snap. Mais c'est vrai qu'au fil des années, on s'est rendu compte que les marques font partie du quotidien des gens, des citoyens. C'est pas une discussion qui est interrompue. Au contraire, les marques font partie de la discussion. Et c'est vrai qu'au fil des années, on a introduit ce qu'on appelle des public profiles. Et donc ces public profiles-là, ils sont mis à disposition des marques pour qu'elles puissent mettre en avant tout leur contenu et créer des communautés et aussi distribuer, diffuser toutes leurs expériences de réalité augmentée de façon organique au sein de leur profil. En revanche, ce qui reste très différent des réseaux sociaux traditionnels, c'est que sur Snap, on n'a pas tous les compteurs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec les likes, un compteur de likes, les commentaires et ainsi de suite. Il y a cet ADN qui est chez nous, tout ce qu'on appelle les vanity metrics, les métriques, les mesures de vanité d'une certaine façon. On les met pas en avant. C'est vrai, on les met pas en avant. Les maisons et les utilisateurs ont accès à leurs métriques. Ils savent les volumes qu'ils génèrent, ils savent les interactions, ils ont tout ça, mais on le met pas à la vue et au su de tous
Alors que là, tu vois, par exemple, peut-être pas la vue de tous, mais je vois Instagram, par exemple, tu peux voir le nombre de vues que tu as aussi même pour un carrousel, etc. Tu peux le voir, bon, pour toi, mais tout est métriques, enfin, tout est mesuré, c'est Exactement. qu'est-ce que performer en fait. Pour nous, ça, c'est le privé. Ça doit rester, intime. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de métriques. On les a, les métriques. Mais elles restent propres à chacun. Et qu'on soit un utilisateur ou une marque. Et par rapport à la référence que tu faisais tout à l'heure, c'est vrai que Snap a beaucoup évolué. Et on a évolué avec les besoins et les envies de nos utilisateurs. Et c'est vrai aussi que le Snap initial, aujourd'hui, il est un peu transformé, mais toujours avec sa mission première de rassembler les gens et faire en sorte que les proches communiquent régulièrement entre eux. Mais depuis, on a introduit une map qui s'appelle la Snap Map. Mais ça, c'était génial. Hein? Ça, alors, tu vois, c'est bizarre, tu dis de vanity, mais en même temps, c'est dingue parce que moi, je me rappelle, c'est bien et pas bien pour les relations et tout, mais tu peux voir où sont tes amis sur la map. Ouais. Et ça, c'est assez dingue. Enfin, moi quand t'as 15 ans, c'est bien. Maintenant, tu dis bon. Mais je trouve que mais après, si c'est que tes amis, ta famille. Exactement. Et puis, à toi de choisir aussi. Si tu veux ou pas. Si tu veux ou pas. Bien sûr. Enfin, dès que tu ouvres la map, tu peux faire apparaître ta présence à tout le monde, à personne, seulement à tes 2 meilleurs amis, surtout pas à tes parents. Enfin, voilà, la map, tu peux vraiment. C'est une map qui est très personnelle et personnalisée. Contrairement à ce que sont les maps multidirectionnelles, Google Maps, Waze, etc. C'est vrai que c'est vraiment ton cercle restreint, Snapchat. C'est ton cercle restreint. Comparé à Instagram. Oui, ça a toujours été pour les amis et les intimes et pas les millions de followers. Et c'est vraiment les gens que tu connais en règle générale, parce qu'on ne peut pas ajouter quelqu'un sans nécessairement le connaître. La personne, en règle générale, elle va accepter que les gens qu'elle connaît. Donc c'est un peu comme un numéro de téléphone, avoir le snap de quelqu'un, contrairement aux réseaux sociaux où tu peux avoir accès à n'importe qui et prendre contact aussi avec n'importe qui. Donc ouais, c'est quelque chose de très différent. Et donc la map est arrivée. C'est 400 millions d'utilisateurs mensuels de la map dans le monde. C'est colossal. Et sur la map, on va retrouver nos amis, on va retrouver les restaurants, on va retrouver les boutiques, les horaires. Donc, elle s'est hyper enrichie, la marque. Elle a hyper évolué. Donc, on a la map, on a le chat qui est quand même extraordinaire. Alors, on l'a lancé récemment. On l'a lancé récemment. Donc, on a naturellement les boutiques, les restaurants, etc. qui sont présentes. Mais récemment, on a lancé ce qu'on appelle Promoted Places. Et donc, les boutiques, les restaurants et les gens qui ont un business peuvent le promouvoir sur la map avec des icônes en 3D, etc. Et dans le luxe, Gucci va être la première maison de luxe à le lancer là dans les prochains jours. Ah, mais c'est génial. Ouais, donc on verra toutes les nous, boutiques. on est début juillet, donc. Entre maintenant et septembre. Voilà. Ok. Ah, mais c'est super. Donc du coup, tu pourras retrouver les boutiques Gucci. Vous collaborez beaucoup avec les marques de luxe aussi pour les pilotes ou les choses nouvelles. Énormément. Les maisons de luxe, en fait, étant donné qu'elles sont créativement très avancées et elles ont, l'innovation, c'est au cœur de leur recherche aussi, d'un point de vue matériaux, d'un point de vue esthétique, design, etc. C'est vrai que l'innovation… Et le marketing, la communication, c'est quand même gros de leur budget. C'est un budget qui est certes important pour nourrir justement cet imaginaire autour de chaque maison et chaque marque. Donc, on travaille énormément avec eux et on innove avec eux. Donc à chaque fois, mais très souvent, les maisons de luxe sont premières à lancer tel ou tel produit sur Snapchat, ou telle innovation, telle ou telle technologie. Ça a été le cas pour la première maison à faire du virtual try-on de chaussures, c'était Gucci. Dior a fait fast forward, est arrivé en deuxième et a fait une… Gucci, c'est quoi? C'était les Jordan? C'était les… Les Jordan? Les mocassins? Non, c'était les sneakers. Ah, ok. Au début, c'était les sneakers, c'était les…
Ouais, Gucci était vraiment avancé par rapport à plein de maisons. Donc surtout à les l'époque, États-Unis, même pour la map, c'est encore eux les premiers. Complètement. À l'époque, c'était parmi les maisons les plus avancées. Après, la première maison à avoir fait quelque chose avec des expériences en réalité augmentée, mais qui était très 2D à l'époque, c'était Tiffany aux États-Unis. Il y a eu Chanel qui, pour numéro 5, un lancement en 2015-2016, avait fait une expérience en réalité augmentée assez mémorable aussi. Donc, plus récemment, on a eu Prada qui a été les premiers à faire l'essayage de sacs en réalité augmentée aussi. C'était le sac Galleria. On a eu Vuitton qui a été le premier à lancer des expériences sur les monuments avec Yayoi Kusama à l'époque. Bon, oui, c'est vrai que les maisons de luxe, elles sont pionnières dans l'usage de ces nouvelles technologies, disons, qu'on a sur Snap. Donc, on coécrit beaucoup d'expériences qui vont nourrir les utilisateurs et derrière, qui sont reprises par des centaines et des centaines de marques. Et c'est assez contradictoire parce que, si tu regardes, donc en fait, les marques, ça pour le coup, je ne sais pas, mais sur le marketing digital, ouais. Elles ont dû s'y mettre. C'est connu que les marques de luxe, l'e-commerce, elles étaient toutes plutôt en retard. Et voilà, même aujourd'hui, on regarde une maison, son CRM, etc. Elles sont pas toutes. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour certaines maisons. Donc même si elles sont massives, etc., la technologie, c'est important. Mais c'est pas pour autant qu'elle est adoptée et comparée à d'autres industries. Par contre, ce qui est contradictoire, c'est que dans tout ce qui est médias, où c'est là où elle doit aller chercher absolument son consommateur tous les jours pour être, comme tu dis, un symbole quotidien. Elle reste assez pionnière, comme là avec Snap, Instagram, des choses comme ça. Complètement. Complètement. On a des exemples quasiment chaque mois avec des innovations qui sont préemptées par les maisons de luxe pour plein de raisons. Déjà parce que Snap est un player mondial et innovant et créatif, et je pense que ça c'est un fait avéré, et c'est pour ça que les maisons, je pense, nous font confiance aujourd'hui. En 2026, d'après BCG, 75% des acheteurs du luxe seront millennials et Gen Z. Bon, c'est génial parce que c'est quand même un peu notre cœur d'audience et de cible. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. Et puis après, on voit que ce qui est fait d'un point de vue créatif résonne dans les ventes et résonne dans le trafic qui est généré sur les sites et dans les boutiques. Question, je ne sais pas si tu sais bien répondre à cette question, mais tu peux nous dire quelles sont les forces et les faiblesses de Snap vs Instagram vs TikTok vs Facebook et YouTube. Alors, si tu veux bien, bien. Je vais me concentrer, je pense, plus sur nous. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais c'est plus pour. Complètement, oui, pour le panorama. Ouais, c'est juste avoir une vision 360. Parce que finalement, en fait, ma question derrière, c'est tu parles avec des directeurs médias tous les jours. Ouais. Comment un directeur média va, selon toi, parce que tu as eu ton background publiciste, machin, etc., allouer en fait son budget et pourquoi? On a compris qu'il faut un truc 360. Mais moi, je suis directeur média. Ok, Snapchat, c'est bien parce que je vais faire ça. Ouais. Ça me permet de faire ça. VS, Instagram, c'est bien aussi. Ça me permet plutôt ça. TikTok, ça et ça. Parce que disons TikTok, que c'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. Mais TikTok, je vois pas. Peut-être qu'il y a plus de gens et tu n'as peut-être pas les chiffres, mais de personnes très jeunes aussi qui sont dessus. Instagram, j'ai l'impression qu'on est un peu plus mature. Donc, c'est plus. Ouais. Quand toi, il y a un budget de 100 000 €, comment tu fais pour faire en sorte que ce soit à Snap, que ce soit alloué à Instagram? Ça va dépendre du brief de la marque, du projet, etc. Mais c'est vrai que déjà à la base, la cible, voilà, Millennial Gen Z, c'est ce qui nous différencie d'autres, voilà, qui peuvent être ou plus âgés ou peut-être plus YouTube, jeunes. Ça doit être plus vieux, je pense. Il y a un peu de tout, mais voilà, nous, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles on nous active. Okay. Ensuite, il y a l'aspect créatif, la réalité augmentée. C'est incroyable. On est les seuls à proposer des expériences où
les marques peuvent vraiment être découvertes et on peut interagir avec, et non seulement les maisons et leurs univers, mais aussi leurs produits. On ouvre les boutiques des maisons de luxe et on les met à disposition. C'est accessible auprès de centaines de millions de gens qui sont ciblés. Donc, c'est pas des centaines de millions de gens, mais c'est des millions de gens. Et donc, Millennials, Gen Z, disons que c'est la priorité. De la réalité augmentée, on est les seuls à pouvoir le faire de cette façon aussi évoluée, avec du tracking pour mesurer l'impact, avec autant de possibilités, pas seulement d'essayage virtuel, mais aussi de créer un imaginaire de le métaverse. Ouais. Alors nous, on n'a jamais été… Non, mais le métaverse, c'est une façon de dire juste un univers en 3D dans lequel tu vas, mais en fait, le métaverse, il vient via un ordinateur sur un site web. Voilà. Donc, en réalité, c'est un grand mot qui, souvent, tu dis, mais attends, c'est comment je vais dans le métaverse? Alors qu'en fait, tu étais déjà sur Snap, où quand tu cliques dans un univers sans le savoir. Ouais. Donc, nous, on a ce focus chez Snap sur la réalité augmentée et le métaverse est souvent lui associé à la réalité virtuelle. Parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes et assez opposées. Parce que la réalité augmentée, c'est apposer un monde, un objet digital ou un monde digital dans le monde réel. Voilà, c'est un univers digital dans le monde réel. Oui. Quand la réalité virtuelle, c'est créer un monde totalement fictif, immersif, voilà, des masques ou même sur un ordinateur. Donc il y a rien de véritablement… Non, c'est pas vraiment comparable. C'est pour ça qu'on n'a jamais trop surfé sur la trend Metaverse. Au contraire, lorsqu'on nous en parlait, on était là pour défendre notre vision et qui est concentrée sur la réalité augmentée. Donc, il y a les expériences de réalité augmentée qui sont assez extraordinaires et uniques sur la plateforme. Sur la partie audience, on a une audience qui est unique aussi et qui est exclusive. Et il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des gens qui sont exclusifs à Snap et qui, sur une journée donnée, 30%, 40% ne vont pas aller sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Donc du coup, c'est de la complémentarité par rapport aux autres aussi. Et après, c'est vrai que Snap, dans les formats publicitaires, on a toute une galerie de formats qui soient skippables, non skippables, qui te permettent de diffuser des messages de façon beaucoup plus captivante peut-être, parce que justement on est full screen, on est tout le temps, on prend la surface de l'écran dans son intégralité, et c'est vrai que la mémorisation publicitaire est en règle générale plus élevée que sur un format bannière ou un format texte plus image, etc. Donc c'est l'efficacité. Et plus récemment, Snap s'est aussi lancé dans la vague et dans la sphère creators, influence, même si on l'a toujours été d'une certaine façon. C'est juste qu'on ne l'avait pas marketé, puisqu'il y a des centaines, des milliers de célébrités ou d'influenceurs qui sont et qui utilisent depuis toujours Snapchat de façon privée, comme messagerie, mais ne l'utilisaient pas nécessairement de façon publique, avec des profils comme on le propose aujourd'hui pour les marques. Donc, il y a 2-3 ans maintenant, on a créé tout cet écosystème et notamment ces outils pour les créateurs, mais aussi pour les marques, de pouvoir lier ces connexions avec leur communauté. Et les créateurs sur Snap viennent parce qu'ils nouent un lien beaucoup plus intime et beaucoup plus one-to-one avec leur communauté. Exactement. Et ils parlent sans filtre, sans mauvais jeu de mots, mais ils sont vraiment dans l'interaction quasiment quotidienne. Et comment ça fonctionne avec leur communauté? Genre, je sais pas, je suis Jessica Alba, je suis sur Snap et j'ai 200 000 abonnés qui me suivent. Et donc, je fais des stories. Et tous les abonnés elle peuvent fait des stories, SMS elle poste sur Spotlight. Et en fait, elle va avoir un compte qui lui permet de voir potentiellement ses commentaires, mais du coup, c'est privé, et les chats que les utilisateurs vont lui envoyer. Et elle va pouvoir filtrer. Elle va pouvoir filtrer et surtout, elle va en choisir un chat, et elle va le reposter en story en répondant quasiment directement.
Sur d'autres plateformes, il y a cette fonctionnalité, c'est Ask me a question. Tu vois, pose-moi une question, tu l'ajoutes sur un Snap, une story. Bah, chez Snap, tu n'as pas besoin de poster ça. Les gens savent. Et même si tu es une célébrité, tu peux être Mike Tyson, ou tu peux être Jessica Alba, ou tu peux être Khloé Kardashian, ils savent qu'il y a cette interaction qui est possible. Et non seulement ils le savent, mais en plus, ils l'utilisent. Donc, ils vont eux aussi interagir avec leur communauté. Faire du business. Du business ou toi, nourrir. Comment tu fais ton business alors avec ça? Comment tu gagnes de l'argent? Alors, nous, on met en relation les créateurs et les marques pour faire des communications sur un produit, sur un projet, sur un lancement. Et ensuite, les marques, ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent promouvoir le contenu du créateur sur Snapchat. Okay. Et donc, elles vont faire la promotion du contenu qui a été créé par un influenceur, un créateur. Ok. Ah, c'est excellent. Voilà. Donc, encore une fois, même si il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, bah Snap lance sur les créateurs parce que c'est un business qui est lucratif », pas seulement. Ce sujet-là des créateurs, pour nous, il a toujours existé, simplement de façon très différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que les gens ne sont pas là pour montrer juste leur meilleur look et leur front row à la Fashion Week ou le mariage auquel ils ont assisté et que c'était le plus beau parmi tous les mariages, mais leur quotidien. Donc les créateurs sur Snap, ils vont partager leur day-to-day, ce qui va bien, mais aussi ce qui ne va pas. Et c'est là où leurs communautés sont hyper fidèles parce qu'ils savent que ce qu'ils leur disent sur Snap, bah, c'est ce qui se passe backstage. Et il y a très peu de célébrités ou de Snapstars, comme on les appelle, qui sur les autres réseaux vont partager autant. C'est vrai, hein, c'est connu, par exemple Kylie Jenner et tout, c'est connu qu'elle a toujours été beaucoup sur Snapchat ou des choses comme ça. C'est un peu ta télé-réalité, mais à court terme, instantané en fait. Ouais, c'est un peu péjoratif, ou en tout cas c'est devenu un mot péjoratif, la télé-réalité, mais c'est un moyen… Il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui seront sur Snap, c'est connu. Entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Sûr. Voilà, c'est ça. C'est que bien sûr, c'est un média qui a été très utilisé par la télé-réalité, mais aujourd'hui, toutes les plus grandes célébrités, et on a fait un travail assez colossal, et les équipes creators en charge justement de ces influenceurs et de ces personnalités ont fait un travail extraordinaire pour onboarder des milliers et des milliers de créateurs venant d'univers extrêmement variés, à des niveaux niches ou à des célébrités top tiers. Il y a des contrats en fait avec Snap. C'est pas des contrats, c'est des partenariats en fait pour les célébrités et les influenceurs. Ils ou elles savent qu'ils vont créer un lien différent sur Snapchat et grâce à leur présence sur Snapchat, ils vont être rémunérés avec la publicité qui est insérée au sein de leur contenu. Dernière question avant les questions signature. Est-ce que tu nous parlais justement du next step un peu de Snap, parce que c'est moi je connais ça comme un software, mais passer hardware. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on investit là-dedans sur la partie hardware. En 2016, on a lancé les premières lunettes connectées de Snapchat qui s'appellent les Spectacles. Et c'est vrai que pour faire encore le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, on investit dans la réalité augmentée parce que aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui le font sur Snap, mais pour nous, c'est aussi le futur. Et c'est le futur du contenu du web. Parce que, je pense qu'on le voit, hein, les entreprises Internet américaines ou autres investissent récemment énormément dans les objets connectés et notamment des lunettes connectées. Mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Google, tout ça. Exactement, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. C'est beaucoup de R&D, vous. Beaucoup de R&D, mais on a lancé les premières lunettes auprès du consommateur qui avaient la capacité de prendre un snap circulaire. Bon, ça c'est un autre aspect, mais c'est optionnel. Mais on pouvait prendre un snap avec les photos et le diffuser sur Snap de façon quasiment instantanée. Pas très différent de ce que d'autres font aujourd'hui, sauf que nous, on l'a fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec les Spectacles, on est connecté à Internet et on voit surtout
à travers des écrans dans les lunettes, des spectacles, des objets en réalité augmentée qui viennent s'apposer sur le monde autour de soi. Donc, on est convaincu que la prochaine vague Internet est déjà de toute façon disruptée par l'intelligence artificielle, ça c'est une évidence, mais l'intelligence artificielle c'est un peu backstage, mais ce que l'on va voir, la forme de ce que ça va prendre, ça va être la réalité augmentée à travers les lunettes. Donc, je vais parler à mon assistant qui va me retranscrire les informations sous forme de réalité augmentée. Je dis quelque chose de très simple. Je vais sur un piano. Aide-moi à apprendre la lettre Élise sur mon piano. Et donc là, je vais pouvoir, avec mes lunettes, regarder mon piano et avoir C'est fou. Voilà, une aide pour pouvoir jouer, apprendre à jouer. Pareil pour mon GPS, guide-moi vers je ne sais où, quelle est la taille de ce bâtiment. Et bien sûr que le compute sera powered by AI, mais visuellement, ça ne sera pas du texte et des liens bleus. Hein. Ça sera sur lesquels on peut cliquer. Ça sera de la réalité augmentée et on verra à travers. Et donc nous, on a annoncé que l'année prochaine, les lunettes sortaient pour le grand public. Et pas des lunettes de soleil ou des lunettes pour prendre des photos. Non, cette fois-ci, des lunettes pour voir à travers et être connecté à Internet. C'est une sorte de nouvel ordinateur. Ouais, même nouvel téléphone, etc. Enfin, tout en un. Ouais. Tout en un. Parce que même, on le voit, là, tu vois, il y a eu plusieurs campagnes qui ont été faites. C'est un peu différent, mais avec Ray-Ban. Ouais. Tu sais, c'est des méta, je crois, je sais plus. Ouais. Où ça, tu vois que ça commence aussi à arriver. Donc, ça veut dire que le marché va dans ce sens-là. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Parce que déjà, il faut se dire, OK, il faut se démocratiser. Je vais acheter des lunettes où on voit ce que je fais, qui mémorise, qui machin. Et là, l'idée, c'est OK, qu'est-ce que je peux ajouter sur des lunettes? Soit j'ai une tête bizarre parce qu'on dirait que je suis un robot, parce que j'ai un gros masque, ce qui est un peu, je pense, la limite. Là, c'est Ray-Ban, c'est le côté fashion, c'est intéressant. Donc, hâte de voir l'impact et comment ça va être, j'imagine aussi dans la pop culture, ces fameuses lunettes de Snap. Parce que si tu regardes, pendant que tu parlais, en fait, je réalise qu'il y a beaucoup de choses de Snap que beaucoup font. Je vois Instagram, tu parlais des stories, même les filtres, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment précurseurs par Snapchat, qui sont vraiment des choses hyper basiques, utilisées de tous aujourd'hui. Et ce qui est fort, c'est que vous arrivez à rester là, à continuer de toujours aller chercher tout en bas quand tu es jeune, et en même temps à réussir à te faire grandir, consommer et faire en sorte que Snap reste justement un peu ta messagerie de proximité avec les gens que tu aimes. Et en même temps aussi maintenant les marques, etc. Et d'avoir un truc aussi 360 par rapport à ça. C'est hyper intéressant. On évolue avec le temps et avec notre communauté. Ouais, donc c'est aussi une bonne exécution de la boîte, tu vois, c'est de l'agilité. Parce que tu vois, on parlait de Yahoo tout à l'heure, plus personne ne connaît Yahoo aujourd'hui. Enfin, tu connais de nom, mais personne beaucoup moins l'utilise. Donc c'est comment vous avez tous réussi à faire évoluer votre business model tout en t'adaptant à ta génération. Et aujourd'hui, les maisons de luxe, elles ont ces problématiques de « Ok, je suis une marque historique, j'ai un ADN particulier, je fais des produits de matière, enfin c'est concret quoi, un sac, etc. Comment je fais pour pouvoir les embarquer sur l'évolution de cette génération qui justement fait de la consommation qui n'est même pas 360, c'est du 490, enfin je sais pas quoi, mais c'est tu vois, c'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les prochaines années. On te les fera essayer, Alors, question signature, Geoffrey. Quel est le premier achat de luxe que tu as eu dans ta vie, le dernier? Que tu as eu, acheté, reçu, offert? Tu te rappelles ta première pièce que tu as eue? Mais j'essaie de me souvenir vraiment le premier du premier. J'ai eu pour mes 18 ans une montre Tag Heuer Carrera. Voilà. Et je crois que tu as interviewé de. Voilà, hein. Voilà, c'était vraiment. Tu l'as encore? Je l'ai encore, bien sûr. Ah, génial. Bien sûr. Ah ouais, je l'ai encore. Et je crois que c'est un autre de tes invités. J'ai eu aussi, à l'époque, peut-être que tu t'en souviens pas, t'étais trop jeune, mais la petite montre Bulgari
sur lesquels il y avait des villes différentes, tu sais, avec le bracelet en cuir, le tout petit cadran, etc. Ah, je te montrerai. Ça a été à l'époque. Ça va faire doublement plaisir, Antoine. Ouais, bah ah oui, en plus. Si tu l'as encore, celle-là? Non, celle-là, on me l'a volée. Mais enfin, on me l'a volée. J'ai été négligent. Aussi un peu. Un petit peu. Ah ouais, le vol on des me l'a pas montres. arraché. Ouais, non. Ouais, je sais de quoi je parle. Ok, quelle est la dernière, mais que tu peut-être aussi t'es offert ou a offert à ta femme, tu vois, t'as reçu en cadeau? Une chemise Prada. C'est une maison que j'affectionne particulièrement et ça devait être t'aimes toujours le côté styliste? Ouais, j'aime toujours. T'aimes toujours le beau retombé. Est-ce que t'essayes toujours un habit avant de l'acheter, justement, ou pas? Quasiment tout le temps. Ouais, c'est bien. Quasiment tout le temps, mais en revanche, lorsque j'ai trouvé quelque chose qui me va, je le décline dans toutes les couleurs. Ouais. Donc c'est pour ça, la chemise Prada, c'était pas la première. C'était un très bon basique. Exactement. Une maison de luxe que tu aimes particulièrement et pourquoi? Je viens de parler de Prada, donc je vais peut-être changer parce que c'est pas la seule. Dior et Vuitton, ça se dit? Ouais, quand on dit une, est-ce qu'on peut dire? Pour plusieurs choses. Vuitton parce que ma mère est fan de Vuitton et j'ai grandi avec ça, donc les damiers, les monogrammes, etc. C'est que tu le portes autour du cou toute la journée avec ton badge. Ouais, c'est mon badge, c'est pratique. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'est cher pour tout ce que j'ai reçu, pour tout ce qu'on m'a transmis, je dirais. Et Dior, parce que j'aime beaucoup l'aspect élégant, mais en même temps trendy, mais pas trop, et aussi assez sport, décomplexé. Enfin, ce qu'a fait Eddie Slimane chez Dior il y a pas mal d'années maintenant, ce qui a été repris par Kim Jones derrière, entre autres, mais notamment, et là aujourd'hui avec Jonathan Anderson qui vient d'arriver, voilà, c'est des maisons avec lesquelles je peux m'habiller assez régulièrement. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le luxe et qu'est-ce que tu aimes le plus? Le moins, peut-être l'a priori. L'a priori dans le luxe, on a toujours un a priori, peut-être vis-à-vis des personnes en fonction de leur code vestimentaire, et on a un jugement dans le luxe. Ils sont par définition, ils sont exposés à ça toute la journée, donc le paraître est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que même si, bien sûr, dans le luxe, on s'intéresse beaucoup au fond et aux problématiques des personnes, parfois, voilà, il y a cette superficialité qui s'arrête au look. Voilà. Alors qu'en fait, c'est juste de l'esthétisme. Complètement. Mais l'esthétisme peut avoir ce lien de distance. Ouais, que tu as beaucoup en France. Que tu as beaucoup en France. Dans les autres pays, hein, c'est très culturel. Complètement. En France, le en jugement. Italie. Ouais. Qu'est-ce que tu adores le plus dans le luxe? Ouais. L'obsession du détail. Moi, voilà, je suis quelqu'un de pas maniaque, mais j'aime quand les choses sont très carrées et surtout le sens de l'élaboration de la chose, et je suis perfectionniste et le luxe et je pense l'industrie ultime du perfectionnisme, même si parfois il y a des irrégularités volontaires, même ça c'est du perfectionnisme d'une certaine façon dans des courbes, dans des formes, donc tout a un sens. Exactement, tout a un sens et poussé dans l'exécution au détail le plus exigeant en fait. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus dans le luxe, c'est ce sens du détail que tu n'as pas dans d'autres industries, dans le sens où tu vas aller beaucoup plus loin. Mais par contre, tout le monde n'est pas capable de voir le détail. Non. Et ça, même si tu vas éduquer, tu éduques et tout, mais c'est des fois du détail et le beau. Tu peux avoir un esthétisme que tu trouves pas beau, mais qui a du beau, qui a un sens. Complètement. Et je trouve que c'est ça qui, par exemple, nous les Français, on le comprend souvent. Ouais. C'est moins alors que dans d'autres beaucoup moins. D'autres contrées. Oui, des fois c'est très pratique et pas très beau. Je sais pas si c'était le pays, mais ta définition du luxe.
le luxe, c'est pouvoir se faire plaisir. Pour moi, le luxe, c'est pouvoir se faire plaisir à soi-même. Ouais. Et c'est vrai que mes filles, c'est drôle parce que ma fille, quand on voyage, elle me dit souvent oh, c'est luxueux, c'est accueillant. Et je trouve que c'est tellement mignon de dire ça, que c'est accueillant. Même le terme luxueux dans sa bouche, elle a 9 ans, hein, mais c'est accueillant et je trouve que c'est quelque chose de… Donc se faire plaisir, c'est je pense l'image qu'elle a en tête de l'accueil, tu vois. Donc se faire plaisir. Et dernière question, qui aimerais-tu entendre sur le podcast de luxe? Que tu vas nous ramener. Que je vais vous ramener. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais entendre sur le podcast du luxe, qui sont parfois plus discrets, mais des gens que j'aime beaucoup. C'est un d'eux. Gary Pinago, Balenciaga, Pierre Castillon de chez Louis Vuitton, Solène Le Grignou de chez Chanel, Nick de chez Tiffany. Enfin voilà, c'est des gens que j'apprécie beaucoup et qui je pense et qui ont des millions de choses à dire parce que eux ils le vivent le luxe au quotidien, parce que nous on le regarde. C'est vrai. Merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, commenter, nous faire vos retours, évidemment vous abonner sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début avec la première saison. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et évidemment c'est extrêmement important, donc je suis hyper reconnaissante, ainsi que tous les invités avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et vous dis à très vite.